D'abord, j'aimerais remercier l'ensemble des conférenciers depuis ce matin, où j'ai bien apprécié un peu les différents messages qui ont été émis, notamment les freins puis les leviers, et surtout l'importance de l'apprentissage. Alors, donc, je vais commencer. Alors, juste, j'ai un peu modifié le titre de ma conférence. Mais bon, c'est pas trop important, mais c'est pour... j'ai préféré parler de qualité des apprentissages, la chaîne de mentorat, et surtout l'intérêt du digital, justement, pour arriver à capitaliser la montée en compétences des collaborateurs. Alors, donc, moi, je suis un chercheur LECAM, mais j'ai aussi une posture, je dirais, assez pragmatique. Bien sûr, je lis beaucoup de choses en termes de recherche, mais aussi j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que dans les entreprises, ça marche et ça marche pas. Pour cela, donc, voici le plan de mon exposé. Je vais peut-être lancer mon chrono. Pardon. Donc, je vais d'abord vous exposer la problématique générale et la question de recherche associée. Je vais émettre deux hypothèses scientifiques afin que vous puissiez comprendre les analyses des causes probables en lien avec la problématique générale. Je vais vous proposer, je dirais, différentes contre-mesures génériques que j'ai pu voir en entreprise, en lien justement avec la problématique que je vais traiter avec vous. Alors, au niveau entreprise, donc, je vais beaucoup insister, je connais plein d'entreprises qui ont tenté de mettre en place ces contre-mesures. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des salariés qui ont fait le master et qui ont suivi mes recommandations. Alors, la problématique générale, en lisant un peu la revue scientifique, il y a deux constats. Quand je dis revue, c'est pas simplement que de la théorie, des chercheurs qui vont sur le terrain, dans plusieurs entreprises, et qui ont fait des constats, donc des constats mesurés. Le premier constat, c'est qu'il y a plein de chercheurs qui ont démontré qu'il y a un taux d'échec pour réussir à mettre en place le Lean qui varie entre 60 et 90%. Certains chercheurs ont démontré, dont moi, que moins de 30 à 20% arrivent à pérenniser leur système Lean dans le temps. C'est un peu ce qu'on a pu entendre ce matin, il y a la difficulté de pérenniser la démarche dans le temps. Alors, la question de recherche, c'est pourquoi les entreprises ont-elles des difficultés à développer justement leur système pérenne et performant. D'accord ? Ça, c'est une question qui parle beaucoup, je dirais, des échecs. Moi, je vais plutôt vous dire une question inverse. Pourquoi des entreprises arrivent à pérenniser leur démarche ? Qu'est-ce qui fait quels sont les mécanismes, les leviers qui ont permis à des entreprises de développer une démarche Lean performante, de qualité, dans le temps. Alors, pour cela, dans mes recherches, j'ai identifié deux hypothèses. La première, qui est importante, c'est la définition et comment l'entreprise interprète le Lean et l'impact de leur définition, d'accord, par rapport à la qualité des pratiques personnelles, managériales, et surtout la qualité des apprentissages individuels collectifs. Souvent, les entreprises, ça on parle souvent du TPS, mais souvent elles vont adapter le modèle TPS en fonction de leur contexte. Et souvent, on considère, moi je vois que la définition et comment ceux qui déploient le Lean interprètent justement cette notion-là, en tout cas ce modèle-là. L'autre hypothèse de travail, c'est est-ce que les entreprises mesurent-elles la performance qualitative et quantitative de leur processus RDP. Et surtout, est-ce qu'elles sont capables d'améliorer, de manière continue, leur propre processus RDP. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que les entreprises font du Lean dans la manière de faire du Lean? Et forcément, ces deux questions sont reliées. Forcément, si l'entreprise n'a pas compris, a mal compris en tout cas le TPS, les fondements, forcément, elles ne vont pas mesurer la performance de leur système RDP et forcément négliger la qualité des apprentissages. Alors,
Je vais commencer par la première hypothèse qui est liée à la définition et comment les entreprises interprètent le Lean, notamment l'impact de cela par rapport à la qualité de leurs pratiques personnelles et managériales, surtout sur la qualité des apprentissages. Pour cela, j'aimerais juste citer Michael Ballet, qui a fait un super article. Excusez-moi, je n'ai pas retrouvé la date, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'ILF. Donc, Michael Ballet donc, a identifié donc, deux processus. Le premier, ce qu'on appelle l'accommodation, qui est de partir des faits nouveaux pour changer ses conceptions préexistantes. Donc, c'est utiliser le JAT, le JDOKA, pour observer les difficultés du terrain, pour mettre en cause les modèles de management. L'apprentissage de choses étonnantes sur les pratiques de management et sur justement comment fonctionne l'organisation, surtout le parcours individuel et collectif, pour réfléchir ensemble à résoudre les problèmes apparents. Le processus suivant qu'il propose, Michael, c'est celui-là, hein, c'est de permettre d'acquérir des comportements et être à la recherche de sens plus profonds au nouveau raisonnement. Leur développement dans une dimension collective. Donc il dit clairement qu'il faut bien servir aux clients, faire apparaître les problèmes en réduisant le lead time, en améliorant le bon du premier coup, travailler avec les personnes à l'RDP concret, les uns après les autres, et surtout faire confiance à la créativité de chacun. Donc là, c'est un article que vous pouvez trouver sur le site de ILF qui décrit vraiment ces différents modèles. En partant de là, je me suis dit, tiens, je vais commencer à creuser sur vraiment qu'est-ce que est le Kaizen. On parle souvent de Kaizen, en fait. Je suis tombé sur un super article d'un japono-américain. J'ai un peu oublié son nom de famille. Mais qui démontre, en fait, que le Kaizen, c'est avant tout le développement des personnes. Le développement des apprentissages individuels et collectifs. Il emploie un mot différent en japonais, qui est le kairo, qui est vraiment l'amélioration physique. Un problème de qualité, un problème de lead time, etc. etc. Il démontre qu'en fait, quand les personnes se développent, ça permet vraiment d'apprendre à s'améliorer. Plus on s'améliore, plus on apprend. Ça, c'est le fondement même du TPS. Donc pour moi, il y a deux approches. Le Kaizen, d'accord, j'ai fait un chantier, qu'est-ce que j'ai appris? C'est l'intérêt des causes racines, des hypothèses. Des hypothèses, je cherche, je teste, ça marche pas, et j'apprends. D'accord? Donc pour moi, c'est primordial ça. Et donc j'ai beaucoup réfléchi dans mes travaux de recherche, et puis en me basant justement sur les entreprises que j'ai pu accompagner grâce au master spécialisé. Après, je vous donnerai donc les cas concrets. Donc là, on retrouve les pratiques personnelles, que vous connaissez, qui viennent des fondamentaux du TPS. Dans mes recherches, je me suis dit, les pratiques personnelles doivent développer ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Je ne sais pas si vous connaissez. Eh bien, c'est le principe selon lequel la responsabilité des actions, lorsqu'elle est nécessaire, revient à l'équipe compétente, la plus proche de ceux ou celles qui sont directement concernés par l'action. J'ai un problème, opérateur, régleur, chef d'équipe, d'accord, j'ai le droit et le devoir de régler mon problème à mon niveau. Les gens du terrain, ils résolvent les problèmes. Souvent, on dit, oui, problème-solution, non. Mais des fois, c'est bien, elles sont immédiates. J'ai un problème qualité, je fais une retouche. Il ne faut pas, pénaliser le client. Par contre, c'est comment le nombre de retouches remonte au niveau de la hiérarchie. Donc ça permet, si la solidarité est bien mise en place, qu'à chaque niveau, notamment au niveau terrain, que les gens s'approprient leurs problèmes et les traitent, sans forcément passer par une boucle PDCA. C'est le rôle du standard. Et bien pour moi, c'est avant tout un vecteur de développement individuel de l'autonomie de son problème. Les gens sont autonomes, ils règlent les problèmes à leur niveau. D'accord ? Pour moi, donc, les pratiques personnelles, c'est avant tout de voir rapidement une situation normale anormale. Vis-à-vis d'un standard.
Donc de voir les écarts, les mouras, voir les problèmes du terrain, les mouris, faire coopérer le terrain avec le management de possibilités intermédiaires. Et tout cela est lié au management visuel. Le management visuel, c'est ça, son rôle. Ce n'est pas le top 5. Hein. Le bac rouge, le Kanban, c'est ça le management visuel. Qui permet aux gens de voir rapidement les écarts et donc de voir donc, les fameux irritants, les mouris. Maintenant, si je prends donc, les pratiques managériales, que vous connaissez, hein, donc top 5, là, ici, etc., leur rôle, c'est quoi? C'est de développer le principe de suppléance. C'est quoi? Si le principe de subsidiarité n'est pas efficace, parce que le terrain n'arrive pas à régler le problème, j'ai le droit et le devoir de remonter le problème au niveau au-dessus, à l'échelon au-dessus. D'accord? Et ça, c'est un vecteur du développement de l'apprentissage collectif par la son problème. Donc pour moi, les pratiques managériales que vous connaissez, hein, top 5, Gemba, etc., enfin tout terrain, supporter l'apprentissage des équipes, aider à l'RDP, mesurer la qualité des RDP pour les personnels, et enfin identifier les besoins de l'accompagnement en RDP. Si je fais le lien entre les deux, le fameux Kaizen, hein, ça vaut tout des pratiques d'apprentissage. On lie les deux. Et pour moi, le Kaizen, c'est avant tout d'améliorer la qualité et de réduire le lead time des processus RDP. C'est le rôle du Kaizen. Et pour ça, ça passe par deux principes. Hein. Principe d'humanisme et enfin principe de proportionnalité. C'est quoi le principe d'humanisme, hein? C'est que chaque individu et collectif a le droit d'apprendre tous les jours. D'accord? Et le principe de proportionnalité, hein, c'est de mettre les moyens nécessaires pour que les gens apprennent. Quand je dis moyens, c'est pas forcément un budget, hein, mais c'est le temps. Le temps pour apprendre. Le temps pour guider les problèmes. Et tout cela, si je prends donc les deux principes, humanisme et proportionnalité, hein, ça vaut tout un vecteur du développement, du transfert des connaissances et compétences pour la RDP. Là, j'ai modélisé simplement le Lean, avec quatre principes. Donc il faut, pour moi, ça ce sont donc les fondations, et ça ce sont les murs, qui permettent vraiment de stabiliser le système. Maintenant, si je prends donc l'hypothèse numéro 2, hein, donc là c'est par rapport à la mesure. Est-ce que les entreprises mesurent-elles la qualité de leur système de traitement des problèmes? Est-ce qu'elles améliorent l'apprentissage des individus et du collectif? Donc là, pour cela, moi je propose une mesure. Monsieur me demandait une question par rapport à la mesure. Moi, j'ai développé donc, des éléments qui permettent de mesurer ces quatre principes. Alors, si je prends le système d'apprentissage individuel et collectif, pour moi, c'est relié aux pratiques personnelles. En fait, je mesure ça, en fait. Le transféralisé, identifier les écarts. En fait, moi, j'ai créé une grille de maturité qui permet d'évaluer la qualité de ces pratiques. Est-ce que la pratique, elle est néfaste, elle est faible, satisfaisante, ou alors exemplaire? Qui permet à l'entreprise de se positionner par rapport à la maturité. Moi, je mesure que la qualité, en fait, des pratiques. Si maintenant on prend donc l'apprentissage au niveau de l'organisation, j'ai identifié grâce à ma recherche différents déterminants. Toujours pareil sur la qualité en fait des pratiques mises en place. Est-ce que la structure de l'organisation elle est favorable à la RDP? La qualité des routines de managériales. La qualité de la vision claire et partagée. La qualité du temps utilisé et l'environnement favorable pour la RDP. Et surtout, la qualité pour valoriser, d'un point de vue stratégique, l'apprentissage de l'RDP. Ça, comme pareil, je le mesure dans mes grilles qui permet de positionner les points forts et les points d'amélioration d'un point de vue de l'organisation pour la RDP. Alors, pour les causes probables, donc là, je vais donner un peu, comment dire, par rapport aux hypothèses, ma définition, comment j'interprète donc le Lean par rapport aux 4 principes que j'ai pu voir, l'importance de mesurer donc, ces pratiques, notamment la qualité des pratiques personnelles et managériales.
c'est clair que si ces deux hypothèses, on apporte des réponses favorables, ça va contribuer justement à améliorer la qualité et le lead time des processus RDP. Si ça c'est fait, forcément, on va améliorer la performance, sécurité, qualité et délai. Peu d'entreprises mesurent ça en fait. Donc, pour cela, il faut améliorer la qualité des apprentissages individuels, collectifs et au niveau de l'organisation. Vous voyez, enfin, c'est le pratique proportionnelle et managériale. Ça, les entreprises ne mesurent pas. Si on peut faire des audits, hein, mais est-ce qu'on mesure vraiment la qualité, en fait? Est-ce que le top 5 est bien fait? Est-ce que le tour de terrain est bien fait? Est-ce que, je sais pas, par exemple, le fût tiré par Kanban, est-ce qu'il est bien réalisé? Peu d'entreprises le font. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les pratiques personnelles et matérielles qui viennent du TPS, on mesure avant tout la qualité des apprentissages. Donc, pour moi, ça me permet de me dire, OK, quelles sont les causes probables qui nous empêchent d'améliorer la qualité et de réduire le lead time des processus RDP? Alors, j'ai rien inventé, hein. J'ai repris le diagramme des systèmes de Ishikawa. On retrouve la mesure, le moyen, méthode, management. C'est simplement changer matière par apprentissage. Parce que la matière dont je parle, en fait, je pars d'une matière, d'un niveau d'apprentissage individuel collectif. Comment je vais la transformer pour apporter plus de valeur ajoutée grâce au chantier qu'on peut mener et grâce aux différents principes solidarité, suppléance, humanisme et proportionnalité. Alors, je me suis amusé, on parle beaucoup de travail standardisé. Mais tiens, je commençais un peu à chercher dans la littérature, il n'y a pas grand-chose qui en parle. Mais tiens, est-ce qu'on peut définir le travail standardisé du développement des personnes en RDP, donc le fameux Kaizen, qui permet de développer les collaborateurs au service des clients. Voici ma définition. C'est la meilleure approche d'entraînement du moment, la méthode, pour permettre aux différents collaborateurs, donc les main-d'œuvre, accompagner dans leur développement qualitatif et quantitatif d'apprentissage individuel et collectif en RDP, la mesure, on mesure ça, avec les pratiques personnelles, donc les fameux principes de solidarité, les moyens. Je rappelle que les outils du Lean TPS, c'est moyen pour que les gens soient autonomes. L'encre standard, le processus régulateur, le tag time, le bac rouge, le SMED, c'est le moyen pour que les gens soient autonomes. Ça, on a du mal à comprendre, ce mécanisme-là. D'accord? Mais ça suppose que ces pratiques-là soient bien faites, qu'il y ait une vraie qualité. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression que souvent, dans les entreprises qui échouent, elles n'ont pas compris vraiment le sens même de ces pratiques personnelles. Quand je vous dis Kanban, ça sert à quoi un Kanban? Ne me dites pas que ça sert à gérer les stocks. Hein. Ça sert à avoir les problèmes. Donc de réagir rapidement. Quand on parle au standard, on parle de vert, orange, rouge. C'est important le orange. L'orange, c'est qu'il y a un écart, j'ai le temps pour réagir, je suis dans l'orange, j'appelle mon team leader. Tout à l'heure, on parlait beaucoup du team leader. Il est primordial, le team leader. Si vous voulez demain pérenniser votre approche, il faut nommer des team leaders. Ah, ce ne sont pas des chefs d'équipe. Hein. D'accord? Les team leaders, ce sont des membres de l'équipe. C'est un peu comme un capitaine d'une équipe, qui est vraiment reconnu et légitime. Donc, je reprends avec les pratiques personnelles, donc le principe de subsidiarité, les moyens, en étant soutenu par les pratiques managériales, donc le fameux principe de suppléance, le management, qui a le devoir d'aider, de soutenir les équipes face aux problèmes qu'elles n'arrivent pas à régler. C'est le rôle des AIC, top 5, tour terrain, peu importe les pratiques. D'où l'intérêt également de mesurer ça. Moi, j'aime bien aller sur le terrain avec les managers. J'ai titillé sur la qualité de leur questionnement. Ils sont souvent assez pauvres, malheureusement. Et dans les conditions d'apprentissage, donc le fameux milieu,
avec le degré et rythme selon les principes d'humanisme et de proportionnalité de l'apprentissage. Voilà pour moi la définition du développement des personnes selon le TPS, donc le fameux Kaizen. Donc si vous avez ces thèmes, vous pouvez voir les écarts. Donc après, en fonction du contexte des entreprises, creuser de l'analyse des causes, pour voir si c'est un problème de milieu, un problème de mesures, etc. Donc les contre-mesures que je propose rapidement, c'est de développer les chaînes de mentorat pour améliorer les processus RDP, donc de développer les principes de subsidiarité et suppléance, accompagner le management au principe d'humanisme, le fameux rôle d'entraîneur. Le manager, pour moi, c'est un entraîneur. Le team leader, c'est le capitaine. Un manager de proximité intermédiaire, c'est avant tout quelqu'un qui entraîne. Et des proportionnalités, donc d'avoir les moyens et puis le temps. Ça, si on n'a pas le temps alloué pour faire de l'RDP, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Et enfin, de visualiser, mesurer et favoriser la montée en connaissances, compétences des collaborateurs en RDP. C'est être capable de mesurer la qualité et le lead time des processus RDP. Si vous voulez demain pérenniser votre démarche, sauf qu'il faut améliorer vos performances personnelles, mais il faut avant tout améliorer la performance de vos processus RDP. Alors, quelques éléments rapidement sur la chaîne de mentorat. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire il va falloir accompagner donc, les différents managers de proximité, par exemple, ou alors intermédiaires. Ça peut être superviseur, responsable du UAP, et permettre après, ça, il va falloir les accompagner pour qu'eux-mêmes fassent des chantiers, qu'ils soient autonomes et responsables pour être capables après de transférer leurs compétences à leurs collaborateurs. Après, je vous donnerai quelques exemples. Alors, l'entreprise ACS, en fait, que j'ai pu accompagner, donc à l'époque, donc, on a eu 3 salariés qui ont fait master. Le premier était le lead manager, qui avait un sujet de commencer à développer la chaîne de mentorat. Il a commencé à travailler avec les responsables de prod et le patron d'usine. Il a réussi à convaincre le patron d'usine de faire le master après. Qui lui-même après a convaincu le chef de prod de faire le master. Donc à 3, ils ont pu co-construire la chaîne de mentorat pour que les chantiers ne soient plus simplement animés par les services support, mais surtout par les superviseurs, qui sont maintenant capables de faire des A3, de faire des chantiers. Accompagner donc le management au principe d'humanisme, le rôle d'entraîneur et le principe de proportionnalité pour donner moyens. Alors, je me suis basé sur un super exemple d'une personne qui travaille chez Volvo Trucks, qui a accueilli 2 mastériens, donc des jeunes, pour tenter de permettre dans son équipe engineering que le manager, ceux qui facilitent les RDP et puis les leaders en RDP puissent mieux fédérer leurs énergies pour permettre justement pour que par exemple, les chefs de projet, etc., puissent être capables demain de faire du RDP. Et pour cela, on a développé ensemble un petit serious game qui permet de simuler l'interaction entre managers, facilitateurs, donc des gens qui ont la méthode pour l'enseigner aux gens pour traiter les problèmes. Donc là, on a fait le jeu, en fait, là, c'était vraiment dans le contexte des équipes agiles. Au niveau, je dirais, plutôt bureau d'études. Et là, en fait, l'intérêt de cette simulation, de ce jeu pendant un jour, ça a permis que chacun puisse comprendre son rôle et sa responsabilité, d'accord, en termes de RDP. Et en fait, à la fin du serious game, donc, que ce soit les équipes, les facilitateurs et les managements, et même aussi la direction, eh bien, ils ont pu se positionner. Là, vous avez ici, donc, ça ne marche pas, bref. Donc, quels sont un peu les rôles et les responsabilités de des différents acteurs. Comme par exemple, observer, cartographier le flux du processus RDP. D'accord ? Seconder et conseiller les parties prenantes à la RDP. En fait, ils ont réussi, à la fin, de dire, OK, maintenant, on comprend mieux mon rôle à moi, mon manager. Donc, ils ont dû réfléchir un peu, c'est qui fait quoi et pourquoi, pour être capable, demain, de dire, on va commencer à créer la structure de l'organisation pour la RDP.
Et enfin, pour terminer, il me reste 6 minutes, eh bien, c'est clair que les 3 contre-mesures, elles sont liées. Hein. D'accord ? Chez ACS, ils avaient déjà un niveau, parce que le directeur, les managers étaient déjà acquis au truc. Ils avaient besoin de faire descendre la RDP au niveau superviseur. Mais quand une entreprise débute, ben, je conseille de suivre ce type de serious game pour que les gens comprennent vraiment leur rôle. Surtout comment on doit s'organiser pour pérenniser justement la démarche clean. Donc là, c'est visualiser, mesurer et favoriser la montée en connaissance. Et là, je vais me baser sur une entreprise que je connais depuis 2009, Manitowoc, les groupes Potin. Alors ça, c'est sur le site de Charlieu. Donc pareil, à Charlieu, ils ont envoyé un salarié faire le master. Ce qu'il a fait, c'est qu'il devait développer de plus en plus de superviseurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont fait beaucoup de chantiers, je dirais, très, très costauds. C'était vraiment les supports qui animaient ça. Mais après, pour trouver des gains, entre guillemets, mineurs, il fallait que le terrain, notamment les superviseurs, soient capables de faire eux-mêmes les chantiers avec leur équipe. Donc pour cela, il a formé des superviseurs. Et puis pour les former, sinon, former c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'à chaque chantier, avant, pendant et après, je sois capable, moi et les patrons d'usine, de mesurer la progression même de mes superviseurs. Donc là, il a formé les chefs du AP pour qu'ils soient capables d'évaluer la maturité des superviseurs. Là, pareil, j'ai réinventé. Hein. On retrouve le PDCA. L'ensemble des compétences que le chef du AP, patron d'usine, à chaque chantier, on évalue la progression. Et là, il a établi donc, des compétences associées. Et puis à chaque fois, ils échangent avec le superviseur pour voir un peu leur niveau. Là, je suis très bon pour formuler un problème, mais pour analyser les causes racines, j'ai besoin encore d'être accompagné. En fait, là, l'intérêt, c'est qu'on vient tirer les besoins d'accompagnement. On t'a formé au sein de pourquoi, tu as pratiqué, tu es un peu faiblard, on va tenter maintenant de t'aider pour le prochain chantier. Ça, c'est pas nouveau, hein. C'est ce qu'on appelle le Kaizen Taiyan, développé au Japon. On mesure la progression des individus et collectifs par rapport à leur maturité PDCA. Et enfin, dernier sujet, là c'est sur le site de Potin et un moulin. En fait là, les superviseurs étaient formés à faire des chantiers. Ils avaient du temps pour faire des chantiers, puis allouer du temps avec leurs équipes. La volonté de la direction, c'est de dire, ok, les superviseurs, vous faites ça, mais on aimerait bien descendre encore plus bas, au niveau technicien, support et surtout opérateur. En fait, le problème majeur, c'est que les superviseurs n'avaient pas le temps de travailler avec eux, parce qu'ils avaient des problèmes de remplir leur plan d'action, etc. Ils faisaient beaucoup d'administratifs. Donc la première solution, en tout cas la première approche, c'est de dire, on va mettre en place un outil digital pour remonter les choses, simplifier, réduire la non-valeur ajoutée par rapport au côté administratif, pour que le superviseur ait plus de temps avec leur équipe pour lancer des idées d'amélioration. Surtout pour que le superviseur soit au courant des idées d'amélioration proposées par ces gars. Donc là, ils ont développé un outil, grâce à un prestataire, qui permet de mesurer la dynamique de la RDP, d'avoir une vision sur le stock d'actions émis par secteur, d'accord, pour que le superviseur soit au courant de l'avancement, pour informer le terrain de l'état d'avancement des RDP. Mais surtout, c'est ça qui est important. Ils ont réussi, avant, il y avait un lead time de RDP qui était super long. Les opérateurs arrêtaient de lancer des idées d'amélioration parce qu'il n'y avait pas de suivi. Maintenant, ils sont arrivés à stabiliser, je dirais, entre 3 à 1 mois le lead time. L'outil a permis vraiment de mesurer en fait les choses. Et puis aussi de permettre aux collaborateurs
d'évaluer leur niveau d'application avec leur superviseur. Surtout, ils ont développé aussi un outil qui permet de mesurer l'autonomie, la pertinence. Ça c'est primordial. En fait, l'outil digital a permis de capitaliser, de réunir sur un point d'action unique l'ensemble des idées d'amélioration par rapport au pilote, ça peut être l'opérateur qui a émis, ou un technicien, mais surtout, en fait, il mesure le nombre d'IA émises, le nombre d'IA réalisées, surtout le nombre d'IA réalisées par l'émetteur, notamment par l'opérateur. Eux, leur volonté, c'est de dire, ok, tu es opérateur, tu émets une idée, bon, il y a un pilote, tu as les compétences, d'accord, mais demain, le pilote va t'accompagner, te former, d'accord, pour que tu montes en puissance ta position technique. Ça, c'est un outil, après, ils ont un tableau de bord, mais que je n'ai pas mis, mais l'intérêt de ça, c'est que les responsables du AP ont une vision globale, sur la performance du lead time et la qualité des processus RDP par émetteur, notamment par rapport aux opérateurs. Donc, si on prend la problématique générale, c'est pourquoi les entreprises ont du mal à pérenniser. J'inverse la question pour dire pourquoi des entreprises y arrivent. Typiquement, il faut développer une chaîne de mentorat. Pour ça, il faut convaincre le management des principes d'humanisme et des proportionnalités. Donnons le temps aux équipes pour régler les problèmes. D'accord ? Mon manager, vous devez développer l'humanisme pour dire aux gens, tu as le droit d'apprendre tous les jours, mais ça suppose que les principes de subsidiarité et surveillance soient de qualité. Si le management fait ses tours-terrain, il n'y a rien qui se passe. On parle souvent du questionnement. C'est un art, le questionnement. D'accord ? Donc il faut aussi apprendre aux managers à poser les bonnes questions. Et pour ça, moi je crois beaucoup aux pratiques au personnel. C'est ça qu'on voit rapidement, les écarts. C'est le rôle du bac rouge, l'ordon, etc. Enfin, tout le système Lean venant du TPS, quoi. D'accord ? Donc là, moi j'ai tenté de vous montrer quelques pratiques qui existent en entreprise et qui est vraiment axé sur vraiment l'apprentissage individuel, collectif, surtout comment l'organisation crée les conditions favorables pour que l'ensemble des gens apprennent. Souvent, l'apprentissage est un plan d'action, en fait. Non, l'apprentissage, c'est stratégique. Voilà.